Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la série Investir dans les places de parking. À présent, un épisode, là on va discuter de comment faire pour vendre votre place de parking, notamment qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'annonce. Moi je travaille exclusivement avec Le Bon Coin, je ne paye pas j'utilise des annonces gratuites avec simplement 3 photos. Et donc on va un petit peu parler aussi de qu'est-ce que vous devez prendre en compte dans le calcul du prix que vous allez négocier, en dessous de quelle valeur il ne faut pas descendre, et je vais vous expliquer pourquoi tout ce que vous devrez payer. Parce que même si vous mettez dans votre annonce les frais de notaire sont à la charge de l'acheteur, il n'y a pas que les frais de notaire, notamment il y a les honoraires d'état daté, donc il faut qu'on en discute. Bon, je vais d'abord commencer à vous parler de l'annonce. Là, j'ai une annonce d'un truc que je viens de vendre, d'un bien que je viens de vendre. Je rappelle des éléments qui vont vous faire gagner énormément de temps, parce que quand on cherche à vendre un bien immobilier, ou alors on met une annonce factice, mais pour avoir vraiment l'information de combien on pourrait le revendre, on n'a pas envie de perdre du temps, donc on va mettre un maximum d'informations dans l'annonce pour pas que les gens nous contactent pour nous poser des questions auxquelles on aurait pu répondre dans l'annonce. Puis ça va nous permettre de dégager les questions stupides des gens qui vous posent des questions que vous avez mis dans l'annonce. Ça c'est un truc que je vous dis. Quand on vous dit, on vous contacte par mail ou par téléphone pour vous poser une question à laquelle vous avez répondu dans l'annonce, bon, moi je ne perds pas de temps avec ces gens-là. Je leur donne en général très très peu de chance, voire pas du tout. Je réponds pas, à la limite des fois je dis, vous avez qu'à lire l'annonce. Alors, pour le titre de l'annonce, je vous laisserai mettre de qu'est-ce qui est bon de mettre dans le titre. C'est pas ça le plus important. La première phrase de mon annonce sur Le Bon Coin, c'est merci de bien lire attentivement toute l'annonce, s'il vous plaît. Comme ça, celui qui me contacte me pose une question débile, je le dégage, mais j'ai prévenu. Ensuite, je mets l'adresse. Moi, je mets l'adresse de la place de parking. Ensuite, un descriptif. La largeur de la place de parking, très important. C'est pas facultatif. On n'a pas envie d'être contacté juste pour qu'on nous pose ces questions et puis que la personne nous dise ah bah, non, c'est trop petit, trop grand. C'est pour ça qu'on donne les informations. Donc largeur, longueur de la place, le numéro de la place de parking qui permet d'identifier, qui permettra éventuellement à quelqu'un d'aller faire une visite sans que vous ayez à vous déplacer, sans que ça vous prenne 1 heure, 2 heures, 3 heures de votre temps et des frais de carburant pour vous déplacer. C'est pas nécessaire. Vous précisez s'il y a un arceau de sécurité à clé ou pas. Vous précisez s'il y a un ravalement de façade qui est en cours dans la résidence, parce que en général, ça n'impactera pas quelqu'un qui possède une place de parking, qui a acheté une place de parking, parce que ça représente tellement peu de millièmes que c'est pas ça, c'est pas grave, et puis ça va donner plus de valeur à un ravalement de façade à une résidence, donc la valeur de votre place de parking va augmenter subséquemment, quoi, hein. L'intérêt pour votre place de parking, votre loyer même, par là même indirectement, vous pouvez le monter. Et donc j'ai rajouté la phrase dans l'annonce après un ravalement de façade est en cours de finalisation dans la résidence ou prévu. Mais vu le peu de millième que représente cette place de parking, ça n'a quasiment pas de répercussion comptable dans votre cas. Donc ça, je l'ai mis dans l'annonce. Alors ensuite, que vous cherchiez à vendre à un investisseur ou à quelqu'un qui veut jouir du bien, je précise les informations du locataire s'il y a un locataire. Donc moi j'ai dit, je loue actuellement 30 euros par mois, donc ça c'est mon cas. Et je demande 40 euros de caution pour expliquer le contexte. Et j'ai précisé, elle est actuellement louée. Alors, voilà, ça c'est 3 phrases, je vous encourage à les mettre dans l'annonce. Sachant que dans mon contrat, tous les contrats que je fais pour les places de parking, il y a une clause très très importante. Parce qu'en France, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi pour vendre notamment places de parking. Vous ne pouvez pas demander au locataire de partir comme ça. C'est très contraignant si vous n'avez pas anticipé sur le contrat. Moi, dans mon contrat, il est spécifié, il y a un paragraphe extrêmement clair qui dit que ce soit moi, le bailleur, ou le loueur, le client, le locataire, n'importe qui peut mettre fin au bail, il suffit de respecter un délai de 31 jours, enfin d'un mois. Voilà. Si vous n'avez pas mis ça, potentiellement vous êtes dans la sauce. Parce que, si, il me semble, de tête, je vous mettrai les sources dans la description, si vous avez mis une durée valable quand vous avez signé le contrat, moi je ne peux pas mettre de... C'est pas très intéressant, si tu loues, tu préfères que la personne reste un maximum de temps. Si tu n'as pas mis de durée, donc c'est durée indéterminée, je crois que le préavis, la loi dit que le préavis doit être de 3 mois. Sauf si éventuellement, tu as mis une clause dans laquelle tu parlais d'un délai d'1 mois. Mais si tu n'as pas mis de durée dans le contrat et que tu n'as pas mis de clause de congé avec un délai à respecter d'1 mois, la loi dit, il me semble bien, 3 mois. Il vaut mieux le savoir en amont. Et si tu as mis une durée, un contrat d'1 an, ben, par exemple, ben, tu vas être obligé pour pouvoir revendre, tu vas devoir dire à l'acheteur, oui, d'accord, si vous voulez en profiter, vous pouvez me l'acheter, mais
vous pourrez en jouir que, enfin, je pourrais demander au locataire de partir que arrivé à terme du contrat. Selon la situation, ça peut être dans un mois, dans 3 mois ou dans 10 mois. Donc ça peut compliquer la chose. Très important dans ton annonce, il va falloir mettre la taxe foncière annuelle. Sinon, tu vas recevoir des questions débiles par mail où on te demande cette information simple. Donc il faut que tu fasses l'effort d'aller voir sur le service des impôts en ligne là, combien tu payes de taxes foncières. Même si c'est pas grand-chose, déjà ça fait énormément bonne impression aux prospecteurs, aux potentiels acheteurs. Ils vont voir que tu as mis l'information. Ça veut dire que tu maîtrises ton sujet, tu fais l'effort de donner les informations, et ça va permettre de dégager les cons qui vont t'appeler pour te poser la question alors que tu as mis l'information dans l'annonce. Aussi, en dessous de la phrase, en dessous de la ligne taxe foncière annuelle, bon, moi, pour une place de parking à Montpellier, par exemple, ça va être entre 20 et 40 euros. Enfin, ça dépend du quartier, ça dépend de la gamme de la résidence, etc. Ensuite, phrase suivante, c'est charge de copropriété annuelle. Moi non plus, c'est pas grand-chose, mais même si c'est pas grand-chose, il faut le préciser. Parce que c'est très important pour l'acheteur, que ce soit pour en jouir ou pour le louer, donc un acheteur investisseur, ces chiffres-là, il va en avoir besoin pour faire ses calculs de rentabilité. Et un investisseur, il va faire un minimum de calculs, surtout les mieux informés, les plus réactifs qui sont déjà prêts à acheter rapidement. Eux, attendez-vous à ce qu'ils réclament en priorité ces informations. Donc la différence, c'est est-ce que vous donnez toutes les informations dans l'annonce qui lui permettent de faire les calculs dans les 5 minutes qui suivent le premier contact qu'il a établi avec votre annonce, ou est-ce que vous voulez passer à côté de quelqu'un qui va vous envoyer la question par mail ou par SMS, le temps que vous vérifiez, que vous répondiez, vous perdez des demi-journées, des journées, peut-être que la personne a trouvé quelqu'un de plus réactif que vous ou plus intelligent que vous qui avait déjà mis l'information dans l'annonce, et c'est comme ça que la bonne affaire, la belle plus-value, peut-être va vous passer sous le nez. Donc ensuite, moi j'ai mis le prix de vente total. Ensuite, tous les frais de notaire sont à la charge de l'acheteur, émoluments, taxes, frais de notaire, frais de transmutation. Je sais pas, je crois que j'avais mis frais de transmutation parce que je croyais que les honoraires d'état daté, ça s'appelait comme ça. Bon, donc là, dans ce montage, j'ai dit, moi j'ai mon prix de vente, admettons 5000 euros par exemple, et la phrase en dessous, j'ai dit, tous les frais de notaire sont à la charge de l'acheteur. Donc, tout de suite la question qu'on va vous poser aussi, donc je vous recommande de rajouter la phrase suivante dans l'annonce. Montant des frais de notaire, prévoir au moins 20% de frais de notaire, enfin même au moins 21% de frais de notaire. Et j'ai précisé, c'est à vous de demander ça au notaire que vous avez choisi. Demandez à 2 ou 3 notaires différents pour éventuellement faire quelques économies de quelques centaines d'euros, peut-être 1000 euros, ça dépend, ça je sais pas trop. Et dans l'annonce, j'ai aussi mis les coordonnées GPS du point précis à taper dans Google Maps, à coller dans Google Maps pour que les gens voient précisément où est le bien, quand c'est justifié. Parce que des fois, c'est pas la peine, quand vous mettez le numéro, le nom de la rue, avec Google Maps, les gens vont pouvoir voir clairement. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, à la faveur de la configuration des informations, des mises à jour Google Maps, de l'état civil, ça peut être intéressant de prendre le point sur Google Maps pour montrer clairement, parce qu'avec les adresses, ça marche pas très bien. Même avec les croisements de rue, des fois, ça marche pas très bien. J'ai rajouté aussi pas sérieux s'abstenir, et je vous invite à me laisser un message vocal ou un texto ou un mail. Pour en revenir à la question, vous avez votre prix de vente. Bien sûr, dans votre tête, vous devez savoir combien vous avez payé pour savoir si ça vous intéresse. Vous devez réfléchir à ça fait combien d'années que vous en êtes propriétaire, que ça vous rapporte de l'argent, pour évaluer une plus-value minimum concernant le contexte immobilier. Et donc, je vous dis, même si vous prévenez que les frais de notaire, c'est à la charge de l'acheteur, il faut quand même que vous prévoyez que le notaire, c'est à l'acheteur qui va demander de payer les honoraires d'état daté. Les honoraires d'état daté, c'est même pour une petite place de parking, pour le moindre truc immobilier, il faut compter 400 euros parce que c'est un montant maximum. Le syndicat va vous réclamer à vous, le vendeur, le propriétaire vendeur, 400 euros, et le notaire, il va, même si vous avez dit à l'acheteur, vous payez tout, le notaire, il s'en fout. Le notaire, il suit ce que lui dit l'État. L'État lui demande de récolter tout un ensemble de taxes. Parce que quand on dit les 21%, il y a une partie de ces 21% qui va dans l'office, mais il y a une partie qui va
enfin, que le notaire récolte des taxes, des impôts, que le notaire va ensuite, une fois qu'il a récolté, il va envoyer à la communauté de communes, l'État, enfin je ne connais pas le détail. Donc en plus de ces 21%, il y a la plus-value, l'impôt sur la plus-value immobilière, mais généralement, vous en êtes exonéré si vous vendez moins de 15 000 euros, mais à Paris ou dans le centre-ville de certaines grandes villes, c'est possible que votre place de parking, vous la vendiez au final plus cher que 15 000 euros, donc éventuellement il peut y avoir ces impositions. Généralement non, si c'est moins de 15 000 euros, généralement non. Mais moi je suis un amateur, hein, je ne suis pas un conseiller fiscaliste, je ne suis pas un spécialiste des impôts. Et donc 21% frais notaire, imposition sur la plus-value, généralement non, si moins de 15 000 euros. Et en plus, il faut prévoir 400 euros que vous, le vendeur, vous devrez payer, que le notaire va récolter en plus de tout le reste pour l'honoraire d'état daté. Sachant que ça peut être éventuellement moins de 400 euros, mais je vous conseille de compter 400 euros parce que ça fait toujours mal aux fesses d'apprendre les choses le jour du compromis de vente. Ah, au fait, le notaire vous dit, vous, le vendeur, vous devez payer 400 euros. Surtout que le syndicat n'est pas obligé, le jour de la signature du compromis de vente, d'avoir répondu à la question. Le notaire l'a contacté pour pouvoir fixer une date pour la signature du compromis. Mais en fait, vous verrez, vous pouvez signer un compromis de vente qui vous oblige en tant qu'acheteur à des choses. Hein, vous avez des responsabilités à remplir. Vous pouvez avoir des problèmes si vous n'arrivez pas, si le bien n'est plus disponible, si vous avez fait des erreurs. Mais la symétrie, enfin c'est assez asymétrique parce que le notaire n'est pas obligé de vous dire du tout, il n'a pas forcément l'information de vous dire combien le syndicat va vous facturer ce fameux état daté, ce qui est assez un peu particulier puisque les termes ne sont pas très clairs. Hein. Autant on peut mettre des clauses suspensives très très claires pour trouver un accord entre l'acheteur et le vendeur, mais les syndicats sont dispensés visiblement de répondre à la question de combien vont être les honoraires d'état daté, ce qui est assez surprenant. Alors j'aurais peut-être fait des oublis, des précisions. Donc je vous les mettrai dans la description sous la vidéo le cas échéant. Néanmoins, je pense qu'on a été assez clair, notamment dans les chiffres, les choses à prendre en compte pour négocier un tarif en connaissance de cause. Je pense qu'on a fait un panorama, un tour assez exhaustif de tout ce qu'il va falloir acheter, payer. Alors bien sûr, je suis parti du principe que c'était un achat comptant, qu'il n'y avait pas de spécificité, qu'il n'y avait pas de prêt, voilà, parce que c'est mon cas. Ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, mais moi, dans mon cas, j'en ai pas parlé parce que c'était achat cash. Moi, j'ai acheté cash, et là, la personne qui m'achète, elle m'achète cash également. D'ailleurs, mettez dans l'annonce que vous avez établi un vrai contrat de location avec, si vous louez votre place de parking à un locataire actuel, parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Et mettez aussi que dans ce contrat, il y a un délai d'1 mois. Voilà, un délai d'1 mois, si vous l'avez fait. Ne mentez pas, parce que ça se retournera contre vous. Que ça permettra aux gens de se projeter, sachant que entre la signature du compromis de vente et la signature de l'acte final, il faut compter au moins 2 mois, éventuellement moins, mais du coup, vous voyez ce délai d'1 mois, comme vous n'êtes pas obligé d'avoir récupéré les clés, il n'est pas obligé que votre locataire soit parti avant la signature du compromis de vente, 1 mois de délai, dans cet intervalle de 2 mois entre le compromis de vente et la signature finale de l'acte, normalement ça se casse facilement. Voilà, il n'y a pas trop de prise de chou. Après, si vous n'avez pas anticipé que la loi dit que vous n'avez pas prévu 1 mois, vous n'avez pas mis de clause, ça peut être 3 mois, ou carrément même 3 mois c'est pas suffisant, il faudra attendre la date anniversaire du contrat. Donc si vous avez apprécié ces chiffres, ce partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les solutions, cultiver des solutions au milieu d'un problème de la vie quotidienne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube en s'affichant sur le rond qui va s'afficher à l'écran maintenant. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les autres épisodes de la thématique investir dans les places de parking. Dans chaque épisode, j'essaie d'apporter des informations pratiques que je vous fais bénéficier de mes retours d'expérience à la hauteur de mon expérience qui n'est pas titanesque, mais qui est réelle, concrète.